Très très cool. Alors aujourd'hui, Smith Vibes Podcast avec le premier français ever, man. Le premier français au Smith Vibes. Merci d'être là, Pierre. Ça me fait plaisir. Merci à toi de nous rendre visite. Crime, c'est vraiment hot le setup. Fait que là, dans le fond, là on est au Technolodge. Donc là, Pierre, en gros, là, j'aimerais juste vous l'introduire un petit peu plus. Pierre, c'est un des pionniers un peu des entreprises comme des magasins de vélo au Québec, si on veut. Très bien impliqué aussi dans la communauté. Donc, décris-nous un peu ton passage à... D'où c'est que ça a commencé tout ça? Les bike shops, la mécanique, Technolodge justement. Je vais faire un petit historique. Il y en a pour un petit bout parce que ça commence à faire un petit peu de temps que je suis là. Je suis arrivé au Québec en 2006, au mois d'août 2006. Je suis arrivé dans le cadre d'un échange universitaire en fait. Je suis une formation d'ingénieur et je suis venu faire ma maîtrise en génie industriel à Polytechnique Montréal dans le cadre d'un double diplôme en fait. Fait que je suis arrivé au Québec avec une valise puis un vélo. Un petit bike de street, puis je m'étais dit ça va être mon moyen de déplacement au début, puis ça va me permettre de rencontrer du monde assez rapidement dans le vélo, puis justement de voir un petit peu la scène québécoise, comment ça fonctionne, est-ce qu'on a un peu les mêmes genres année, de... ça? 2006, ça fait okay. 13 ans déjà, ouais. Okay. Voilà, fait que assez rapidement, c'est ça, j'ai fait un petit peu le tour des bike shops, regardé un petit peu quel genre de bike shop me correspondait un petit peu plus à Montréal, fait une couple de contacts comme ça. Et puis, en parallèle, en fait, à ma maîtrise, assez rapidement, quand j'ai eu l'opportunité d'avoir un visa de travail étudiant, j'ai commencé à travailler dans un bike shop qui s'appelle Kilico. Ils sont rendus à 5 maintenant. Oh shit, il y en avait juste un à l'époque. Il y en avait deux. Moi, la semaine que j'ai commencé, ils venaient d'ouvrir leur deuxième magasin. Donc, il y en avait un à Montréal sur la rue Masson, puis un autre à Sainte-Thérèse sur la rive nord de Montréal. Fait que c'est vraiment comme ça que ça a commencé. Fait que je suis rentré comme mécanicien à temps partiel là-bas pour le fun. Puis pour faire un petit peu d'argent de poche aussi pour pouvoir payer la passe à Bromont, les sorties de mountain bike. Puis de fil en aiguille, j'ai fait une saison et demie là-bas. Ouais. Ensuite de ça, j'ai été approché par le représentant de Marin au Québec qui s'appelle André Lecomte. Qui m'a proposé en fait d'être mécanicien pour son équipe de vélo de montagne sur les Coupes Québec, Coupe Canada, etc. Et c'est un petit peu là que je me suis mis le doigt dans l'engrenage en fait de l'industrie du vélo au Québec. Fait que c'est un peu cet élément déclencheur là qui te sharpen de axle. Ouais, je suis vraiment reconnaissant envers André justement par rapport à l'opportunité que j'ai eue parce que j'étais encore aux études, j'étais encore comme en mode français qui visite le Québec. Puis là, j'avais la van de l'équipe, que je pouvais me déplacer sur tous les événements au Québec, les Coupes Québec, les Coupes Canada, etc. On se promenait pas mal. Moi, ça me permettait de visiter le Québec en même temps en alliant ma passion. Donc, c'est ça, j'étais mécanicien pour tout le volet vélo de montagne. Donc, on avait des gants cross-country puis des gants de descente. Puis c'est un peu comme ça que j'ai rencontré un petit peu tranquillement toute la communauté de vélo de descente puis vélo de montagne au Québec en général. Nous, on s'est connus quand? C'était en quelle année? Tu t'en souviens-tu? Je te dirais peut-être 2008, 2009, 2010 là, sur le circuit de la Coupe Québec, Coupe Cannes. C'était les années que le downhill était un peu plus populaire aussi. Ouais, moi je me rappelle le premier événement que j'ai fait, c'était Mont-Tremblant, Coupe Canada Mont-Tremblant, puis je pense qu'il y avait 400 inscrits pour la partie DH. On est loin de ça maintenant, malheureusement. Ouais. Fait que là, dans le fond, ça c'est passé comme ça. Ouais. Puis là, t'as ouvert un bike shop par la suite? Ouais, alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait 2 ans comme ça avec Marin sur les événements. Puis quand j'ai fini ma maîtrise, c'était pendant la crise de 2008-2009, la crise aux États, et j'avais pas fini mon immigration tout à fait. Puis à la blague, j'avais dit à André, c'est pas grave si je trouve pas de travail, je vais me partir en bike shop Marin à Montréal. Puis déjà des grosses ambitions. Ouais, c'est ça. Puis j'avais quand même dans l'idée éventuellement de partir quelque chose dans le vélo, mais c'était comme pas comme décidé encore. Mais
tu sais, en lançant ça, je pensais pas que ça ferait des petits aussi rapidement. Il m'a, comme quelques temps après, il m'a demandé si j'étais sérieux avec ce que j'y avais dit. Puis 2-3 semaines plus tard, il me dit, ben écoute, si jamais c'est vraiment sérieux ton projet, Marin serait prêt à t'aider dans le démarrage de la boutique. On serait prêt à mettre de l'argent pour t'aider à ouvrir la boutique, puis on serait prêt à t'aider aussi à supporter l'inventaire les premières années pour que ça soit plus facile. Fait que j'avais une belle opportunité entre les mains. C'est une compagnie avec qui je travaillais depuis 2 ans, puis j'étais vraiment satisfait de la façon dont ils travaillaient, puis dont ils traitaient les partenaires d'affaires, les employés, etc. Fait que c'était vraiment, je trouvais que c'était un bon fit. Puis c'est vrai que Marin au Québec n'était pas super bien implanté, fait que ça me laissait quand même beaucoup de place pour justement essayer de prendre nos marques. Et donc assez rapidement, j'ai trouvé un local. En fait, j'ai reloué le local de l'ancien Cycle Performance sur la rue Saint-Denis. Et une fois que, dans le fond, que le local a été loué, je suis allé me chercher un associé avec qui j'avais travaillé chez Kilico justement, Yannick Guimond, qui est encore le propriétaire actuel de Momentum. Puis c'est ça, on a parti Momentum. Dans le fond, on a incorporé la compagnie fin septembre 2009 et on a ouvert le magasin en février 2010. Fait que ça a quand même été assez vite. Quand même, hein? Ouais, fait que ça c'était la première boutique. Fait que moi j'ai fait un peu plus de 2 saisons là. Après 2 saisons, je savais pas trop si je voulais continuer en commerce de détail. Est-ce qu'on ouvrait une deuxième boutique? Est-ce qu'on faisait... Comment gérer la croissance de tout ça? Ça allait super bien en fait. Dès la première année, on a eu des résultats vraiment au-dessus de nos attentes, mais c'était énormément de travail. Puis moi c'était ça qui me buguait un petit peu. Puis je savais pas si j'allais rester au Québec ou si je rentrais en Europe. En fait, j'avais dans l'idée de peut-être rentrer dans l'Europe pour une durée indéterminée, puis pour revenir peut-être après éventuellement. Fait qu'en 2012, j'ai revendu mes parts à mon associé. Puis j'ai comme pris un break de vélo pour quelques mois. Ah, c'est vrai? Ouais. Okay. Ouais. T'es comme complètement sorti du domaine. Ouais, j'ai travaillé en finance un petit peu. C'est vrai? Mais assez rapidement, j'ai re-switché dans le vélo. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui arrive fréquemment avec des gens extrêmement passionnés comme toi, qui vont à fond à la caisse dans un domaine, puis que leur manée se brûle parce que justement, ils savent pas plus où s'arrêter, puis que là, finalement, ils réalisent que finalement, j'étais dans la bonne voie, c'est juste que je savais pas comment me gérer. C'était un peu ça. Puis on était jeunes aussi, là, quand on a démarré. Moi, j'avais 25 ans, puis Yannick avait 21 ans. Wow! On était des bébés, là. Mais quand même, vous aviez du guts. On avait de l'énergie, on avait, pas d'hypothèque, pas d'enfants, on faisait des grosses semaines. On faisait des très grosses semaines. Ah, c'est très cher. On rentrait à 7h le matin, puis à 11h le soir, on était encore là des fois. Là. Fait que c'est sûr que les 2 premières années, on s'est vraiment brûlé. Là. Ok. Mais on a passé au travers, puis ça a super bien été après. Là, mais... Ah, c'est fort ça. Puis là, après ça, dans le fond, vous avez ouvert une deuxième boutique finalement? Alors moi, quand j'ai vendu mes parts à Yannick, il a fait 1 an tout seul pour se réorganiser. Puis, mais quand j'ai vendu, on avait déjà spoté un local dans le coin de Terrebonne. Puis c'est ça, dans le fond, ça a pris un peu plus de temps que ce qu'il aurait voulu, mais avec leur achat, ça a juste reporté l'échéance un petit peu. Mais je pense que c'est en 2013 qu'il a ouvert Terrebonne dans le local qu'on avait repéré. Fait que c'est cool, ça a été un super bon move aussi. C'est une super belle boutique, puis très très bien localisée à Terrebonne. Fait que c'est ça, je suis vraiment content de la tournure que ça a pris, même si je suis plus impliqué là-dedans du tout. Ouais. Puis moi, en parallèle à ça, c'est ça, j'avais changé de domaine, mais j'étais quand même encore impliqué un petit peu de loin, si on veut. Je donnais encore de la formation chez Technocycle, qui est comme l'école de mécanique. Et avec là, Technocycle, tu avais déjà fondé ça? Non, je l'ai racheté Technocycle en fait. La fondatrice de Technocycle, c'est Denise Belzile. C'est une dame qui a presque 60 ans, qui va avoir 60 ans cette année. C'est vrai, ouais. Et l'école, ça fait un peu plus de 20 ans qu'elle existe. Fait que, y a beaucoup de mécanos qui sont passés entre ses mains dans toutes ces années-là. C'est juste que maintenant, tu es très associé, dans le fond, avec Technocycle. Technocycle, en fait, maintenant, c'est moi le propriétaire. J'ai racheté Denise. C'est une relève d'entreprise, en fait. Donc, c'est ça. Je suis rentré comme associé avec elle en septembre 2013. Puis, j'ai fini le rachat des parts fin 2015. Fait que ça a été une transition de 2 ans, finalement. Ça a super bien été. Et j'étais formateur avec Denise depuis 2009. Donc, j'en donnais déjà de temps en temps de la formation en parallèle à Momentum, en parallèle à Kilico même à l'époque. Fait que c'était vraiment... c'est ça, là.
c'était comme une suite logique si on veut. Quand Denise a su que j'avais vendu Momentum, puis que je regardais pour peut-être revenir dans le vélo, elle a dit ben regarde, moi je suis proche de la retraite, si jamais t'es intéressé, je serais prêt à vendre mon entreprise. Donc à partir de ce moment-là, on s'est assis, puis à partir de ça s'est quand même fait assez rapidement, je te dirais peut-être après 2-3 mois, j'ai embarqué à temps plein dans Technocycle, puis ben dans le fond c'est ça, j'ai commencé à racheter le. Technocycle, tu sais, dans le fond, ce qui est cool avec ça, c'est que c'est vraiment une formule, la seule formule d'éducation un peu en mécanique de vélo là, au Québec. Là. À ma connaissance, au Québec, on est les seuls pour tout ce qui est monsieur, madame, tout le monde. Donc les gens qui veulent apprendre à réparer leur vélo, à être autonome avec la maintenance sur leur vélo. Puis au niveau corpo, au niveau boutique et tout ça, je pense qu'il y a un projet avec la commission scolaire de Montréal. Okay. Je sais pas où ça en est rendu honnêtement, mais je pense qu'il y avait un AEC qui était en train de se mettre en place. La première cohorte doit être en train de se faire former, mais c'est sûr que c'est des besoins un petit peu plus spécifiques, c'est beaucoup plus ciblé comme formation. Quelqu'un qui veut apprendre à réparer son vélo va pas se lancer dans une formation de 600 heures. Là. Nous, c'est des formations beaucoup plus courtes, c'est 7 heures, 14 heures, donc c'est une journée ou 2 journées, c'est principalement les fins de semaine. Et puis après, ben, quelqu'un qui veut comme une formation un petit peu plus complète, ben, va prendre plusieurs modules justement de 7 heures ou 14 heures. Puis on fait aussi de la formation comme sur mesure, si on veut. Puis les boutiques embarquent de plus en plus. En fait, ça, c'est un volet chez Technocycle qui prend de plus en plus de place parce que Emploi Québec reconnaît la valeur de nos formations. Fait que on n'est pas accrédité officiellement, mais fortement sont capables d'avoir les boutiques généralement quand ils envoient des mécaniciens en formation chez nous sont capables d'avoir des subventions. Oh, ok. Que ce soit pour leur salaire et pour la formation en tant que telle. Fait que c'est quand même super intéressant pour eux parce qu'ils sont capables de former leurs mécanos en approfondissement pour un montant dérisoire finalement. Okay. Versus ce que ça leur redonne dans la shop après. Là. Puis là, dans le fond, tout ça l'a transitionné à ça, mais là, dans le fond, à la dernière étape un peu du processus, puis dans lequel tu es en ce moment, c'est Technolodge. Donc, exactement, ça c'est la troisième. C'est une association un peu avec... avec le café au Lodge Café Plein Air à Saint-Sauveur, donc avec Julien et Audrey. Puis pourquoi Saint-Sauveur, je me fais souvent poser la question. Ouais. En fait, c'est que moi j'ai déménagé à Moronite, j'ai pris la décision de déménager à Moronite en 2016, l'été 2016. J'ai grandi à la campagne, puis la ville c'est bien, mais j'étais un petit peu tanné, là. J'avais besoin de retourner un petit peu plus dans la nature, d'être plus proche des activités, puis avec 2 petits gars, ben, justement aussi d'avoir la possibilité de les faire grandir dans un environnement un petit peu plus vert, un petit peu plus grand, un peu plus comme moi j'avais eu finalement quand j'étais gamin, puis c'est un peu ça que je voulais reproduire, je pense. Et c'est sûr que par contre, ben, le fait d'être habitant à Moronite puis d'avoir une entreprise à Montréal, c'est beaucoup de voyagement. Ouais. Donc j'ai essayé de trouver comme une formule pour pouvoir me rapprocher de la maison. Mais en gardant Technocycle quand même, parce que j'aime vraiment beaucoup cette entreprise-là. Puis l'aspect enseignement est vraiment très intéressant. Puis là, dans le fond, ça c'est le... C'est quoi qui est parti? Le compresseur. Oui, on est dans une shop de vélo. That was awkward. Mais ouais, fait, ce que je trouve cool, c'est que au Lodge, je l'ai découvert un petit peu en essayant de trouver, en faisant un peu du café scouting sur les internets. Là. Puis il n'y en a pas beaucoup à l'extérieur de Montréal, non, du moins de qualité en tout cas. Puis dans un deuxième temps, même comme... Il y a comme une nouvelle formule qui vient de se passer. Ah, c'est plus doux maintenant, de toute façon. Ça va mieux. Puis là, il y a le petit stop à Bromont. Puis ça commence. J'ai comme l'impression que vous avez fait ce que plusieurs voudraient faire, mais qui n'ont pas le guts de le faire. Puis je pense que c'est une belle réussite. Vous avez fait une belle campagne aussi de sociofinancement. Ouais. Puis là, tout l'été, moi, de mon côté, je suis venu, puis ça roule, c'est le fun, le café est constant à chaque fois. On manque pas d'orage. Non, c'est ça, sûrement pas. Mais si on rentre un peu plus dans le vif du sujet, quelque chose que je voudrais qu'on regarde un petit peu plus, c'est quoi la réalité maintenant des magasins de vélo?
avec tout le nouveau modèle plus digital, le truc en ligne. Tu sais, c'est où qu'on se place en tant que boutique de vélo? Ça, c'est quand même assez. C'est une bonne question. Je pense qu'il y a pas mal de matière à développer là-dessus. Est-ce que là, dans le fond, ce que je remarque, c'est peut-être que c'est plus. Peut-être que vous vous spécialisez peut-être un peu plus en mécanique de vélo. Vous êtes des. On est vraiment une shop de service. Ça, Ouais. c'est sûr que Ouais. c'est vraiment comme ça qu'on s'affiche. Puis je pense que c'est là où on essaye de se démarquer. Puis à date de ce qu'on voit, vu les résultats qu'on a, je pense qu'on fait très bien avec ça. Moi, dans l'industrie dans les commerces de détail, Ouais. vélo au Québec, de ce que j'ai pu voir avec Technocycle, avec mes clients corporatifs, c'est qu'en gros, tu as à peu près 3 modèles de bike shop si on veut. Tu as le petit bike shop vraiment core, justement vraiment axé sur le service, très peu d'inventaire, qui va vendre beaucoup de pièces mécaniques, qui va faire beaucoup de services. Donc, il faut sera que le pas service toujours soit excellent. super beau, mais par contre, c'est ça. Si tu veux que ça roule, il faut que ton service soit irréprochable. Ouais. Ça, Irréprochable, généralement, j'aime ça. ça, généralement, on essaye. Ça, généralement, ça marche bien parce que les coûts d'opération sont très bas. Ouais. Le loyer est très bas. Généralement, la personne dans l'atelier, c'est le propriétaire de la boutique Ouais. ou un Quelqu'un de très impliqué employé aussi, qui est très impliqué, qui a Ouais. vraiment à cœur que ça fonctionne. Par contre, c'est ça. Quand ces gens-là travaillent pas, il n'y a pas d'argent qui rentre. Mhm. Fait que faut quand même... c'est ça, c'est vraiment orienté service. Fait que faut qu'il y ait faut qu'il y ait de la matière qui rentre, faut qu'il y ait des vélos à réparation, sinon c'est difficile à vendre. Souvent, c'est des boutiques qui n'ont pas un gros marketing, qui n'ont pas nécessairement de site internet, qui au niveau communication, c'est ça, sont pas au top. Mais c'est vraiment le bouche à oreille qui va faire leur succès. Après ça, il va y avoir les très très grosses boutiques qui sont généralement, qui ont plusieurs portes, qui sont comme plusieurs magasins, qui ont des gros volumes d'achat, qui ont les reins solides parce que ça fait des années qu'ils sont en affaires, puis que dans le fond, ils sont capables de supporter un inventaire de plusieurs millions de dollars. Ah ouais, hein, des millions, hein? C'est sûr. Ces boutiques-là vont très bien fonctionner parce que justement, on les voit partout, on est habitué à les voir. Le nom revient depuis des années. C'est des Kilico, des Primo, des Néron de ce monde. Je pense que tout le monde connaît ces 3 grosses boutiques au Québec. Ouais. L'accordé, je les mettrais plus dans encore plus plein air, ouais, c'est ça. Okay. Mais vraiment vélo, je te dirais que ces 3-là, c'est quand même des très gros joueurs. Puis là, quelqu'un qui se cherche un accessoire, qui veut du linge, qui veut... c'est comme, ils ont tout. Mhm. Ils ont tout, fait que ça permet vraiment de répondre à la plupart des besoins. Au niveau du service, en général, sont vraiment bons aussi, mais tu tombes pas nécessairement tout le temps sur la même personne. Fait que le lien de confiance avec l'atelier, des fois, est un petit peu plus délicat. Fait que c'est clairement pas l'atelier qui les fait vivre, selon moi. Je parle peut-être au travers de mon chapeau, là, mais de ce que je peux percevoir, je suis pas sûr que ce soit ça qui les fasse vivre. Par contre, toutes les ventes, toutes les choses qu'ils peuvent avoir, la sélection de vélos, de pièces, d'accessoires qu'ils peuvent avoir, va vraiment leur permettre de générer beaucoup de trafic dans les boutiques puis de bien s'en sortir. Puis après, il y a la boutique entre les deux. Okay. Donc, c'est comme, moi j'appelle ça mid-size. Okay. Puis eux, ils ont un méchant défi parce que ils sont pas capables de supporter autant d'inventaire, d'avoir une aussi grosse sélection que les gros pourraient avoir. Par contre, vu que c'est à plus petite échelle, au niveau des employés, au niveau des mécaniciens, au niveau des vendeurs, ils sont capables de peut-être avoir un petit peu plus de contrôle, fait que d'avoir un service qui parfois pourrait être comme aussi bon, aussi bon que les petites shop core comme je te parlais. Fait que là, ces boutiques-là, selon moi, sont compris dans un carcan de est-ce que je développe pour être plus gros, pour aller comme rattraper les gros joueurs de ce monde, ou est-ce que je décide de redevenir un petit peu plus core, de choisir un petit peu mes batailles, puis d'essayer de tout miser sur le service. Fait que ces boutiques-là, je pense que c'est pas évident au Québec en ce moment, parce qu'avec justement avec tout Internet, avec tous les gros qui prennent de plus en plus de place, qui sont très très forts au niveau marketing digital aussi, ils ont du mal à trouver leur place. Fait que ça, c'est vraiment... ça doit être challengeant aussi de savoir la sélection des vélos que tu vas avoir dans ces boutiques-là, parce que dans le fond, les gens qui vont venir te voir pour ton service, c'est peut-être plus une catégorie de gens qui vont vouloir certains vélos, mais en même temps, ces vélos-là, ils vont certainement pas avoir le même type de marge aussi. C'est sûr. Puis là, après, ces gens-là vont peut-être plus aller sur du en ligne. Fait que ça doit être tout un défi. C'est pas évident. C'est pas évident.
Fait que, tu vois, moi, quand j'ai vendu Momentum, ben, j'étais un peu pris dans cette réflexion-là aussi. Est-ce que c'est vraiment ça que je veux? Est-ce que je veux devenir gros? Est-ce que je veux redevenir plus petit? Puis être comme moins de pression financière? Puis finalement, ben, Technolodge, on est vraiment dans le premier modèle dont j'ai parlé. Une petite shop de service. On est... tu le vois là, c'est pas grand. Je pense qu'on est dans entre 5 et 600 pieds carrés. On a 2 postes de travail. On a un mini plancher de vente pour les accessoires. Et puis, on s'en sort très bien comme ça. Là. On vend des vélos aussi. On fait beaucoup de montage à la carte. Mais ça, on pensait pas que ça roulerait autant cette année. On est ouvert depuis le 6 avril. Puis, on a vendu au-dessus de 45 unités. Fait que, puis évidemment, vu que c'est des vélos sur commande spéciale, on s'entend que c'est pas des vélos qui se vendent 1000-1500$. Non, c'est pas mal plus que ça. Fait que non, on est super content du modèle qu'on a créé. Puis c'est ça, là, on pensait pas travailler autant cette année, on se le cachera pas, mais on est super heureux du résultat que ça donne. Puis moi, ce que je voudrais savoir, c'est à travers tout ça, est-ce qu'il y a une frustration envers certaines compagnies et des magasins ou quelconque, un des 3 modèles que tu as définis là, dans le fond, par rapport à justement tout ce qui va être au niveau des commandes, puis des choses comme ça, parce que tu sais, en réalité, quand tu penses à ça, il doit en avoir des frustrations, mais eux, ils ont quand même un peu créé un monstre. Parce qu'ils vont vendre à certaines compagnies qui vont vendre juste du en ligne, mais ils veulent quand même que les shops leur achètent des choses. C'est ça. Fait que c'est comme si leur mission était vraiment séparée. C'est comme s'ils la respectaient plus. Parce que là, tout d'un coup, il y a quelqu'un qui veut m'acheter tant d'affaires. Fait que je vais le faire, mais en même temps, ça détruit un peu le modèle d'affaires des bike shops. On est vraiment dans un modèle qui change très rapidement. Je te dirais que quand j'ai commencé il y a 10 ans avec Momentum, si on avait été dans le contexte d'aujourd'hui, j'aurais pas passé la première année. C'est ça. Mais avec le modèle qu'on a parti cette année, en comprenant un petit peu mieux aussi les rouages de l'industrie, ben on a quand même été capable de partir quelque chose en 2019 qui fonctionne bien. Mais ça, c'est ta notoriété aussi. C'est sûr qu'on a joué beaucoup sur l'expérience qu'on avait dans l'équipe. Pas juste moi, Julien et Audrey aussi beaucoup. Mais on se le cachera pas, c'est vraiment plus la même réalité. Là. Nous, on est vraiment orienté sur le service parce que justement, Internet pourra jamais remplacer ça. Mais au niveau de la vente des pièces et accessoires, comme tu dis, ben, c'est sûr qu'il y a certains fournisseurs qui sont un peu moins loyaux envers les bike shops qu'avant. Et c'est sûr que ça peut créer certaines frustrations. Après, ça marche dans les deux sens. Là. Aujourd'hui, mettons une compagnie de lubrifiants, tous les fournisseurs en ont une. Donc, si tu n'as pas du bon service avec un, tu vas aller voir l'autre et puis c'est tout. Fait que s'ils décident de vendre directement sur Internet puis de ne pas contrôler les prix, tu vas travailler avec celui qui exerce un petit peu plus de contrôle. Parce que quand tu amènes ton auto pour le faire réparer, tu n'amènes pas tes pièces avec toi. Là. Non. C'est ça, là. Non. Mais c'est sûr que dans le vélo, ben ça c'est comme une réalité qu'on a depuis quelques années. Là. Les gens arrivent avec des pneus, avec des chaînes, avec des cassettes à installer. Faut apprendre à s'adapter aussi. Là. Moi, c'est un mal pour un bien dans le sens où avant, le métier de mécanicien de vélo était vraiment pas reconnu. Puis tu pouvais pas faire carrière en étant mécanicien de vélo. Là. Tu pouvais pas dire je vais faire ça toute ma vie parce qu'au bout d'un moment, au niveau salaire, ça suivait plus. Puis quand tu commences à avoir des enfants, une hypothèque, faut payer tes comptes. Puis c'était pas avec le taux horaire qu'on avait dans les ateliers que ça fonctionnait. C'est plus le cas maintenant. Maintenant, on a des chefs d'atelier puis des mécaniciens temps plein qui ont des super bons salaires, qui sont capables d'avoir une belle situation puis d'en vivre à temps plein. Fait que ça, c'est la bonne nouvelle. Il y a quelques années, en fait, c'est que les boutiques faisaient majoritairement leur argent avec la vente des pièces et accessoires. Et donc, des fois, l'installation était gratuite, les tarifs d'atelier étaient dérisoires. Ils négligeaient cette partie-là parce que de toute façon, ils y arrivaient pareil à fonctionner. Alors que maintenant, tu n'as plus le choix. Là. Genre, ton technicien, quand il travaille sur un vélo, il faut que tu le factures à ton client. Là, ou il faut que ça fasse partie de ton prix de vente. Là, ce qui n'était pas le cas avant, qui était très très mal calculé avant en fait, par les boutiques. Là. Fait que c'est vraiment l'évolution que ça a pris. Moi, ce qui m'intéresse, la valeur du travail est comme vraiment plus reconnue qu'avant. C'est sûr que les vélos sont plus techniques qu'avant. Ouais. Les suspensions, tout ce qui est hydraulique, les freins, la technicité, les géométries, tout ça, là, c'est de plus en plus compliqué, c'est de plus en plus difficile à s'y retrouver. Fait que quelqu'un qui connaît pas ça,
oui, sur Internet, ça va certainement coûter moins cher, mais si tu n'as pas eu les conseils avant, puis le service qui va avec après, ben, tu vas faire un ou deux gros achats sur Internet, tu vas être déçu, frustré du service que tu as si tu as commandé la bonne chose en partant. Ça se peut que tu commandes 2 ou 3 fois avant d'avoir la bonne affaire. Puis après ça, tu t'aperçois qu'au final, ça te coûte plus cher parce que justement, tu as perdu du temps, tu as perdu de l'argent, tu as été beaucoup de frustration. Alors que si tu allé dans un bike shop avec du bon service, des bons conseils directement, ben, ça aurait peut-être été, l'expérience aurait peut-être été meilleure. Puis, t'as surlevé un bon point par rapport à justement amener une carrière qui était peut-être en difficulté à maintenant quelque chose qui est un peu plus reconnu. Mais sans, mettons, rentrer dans le long process, c'est quoi l'espèce de processus qui, toi, t'a amené à trouver cette solution-là? Parce que clairement, t'as trouvé un peu la recette pour amener ça d'un point A à un point B, là. Ben, c'est sûr qu'on apprend de nos erreurs. Ouais. Mais c'est quoi les erreurs? Mais ben, en fait, c'est qu'aujourd'hui, quelqu'un qui est propriétaire d'une boutique de vélo, t'as pas le choix d'avoir des bonnes aptitudes en gestion puis de savoir compter parce que sinon, assez rapidement, tu vas te planter. Avant, c'est qu'on avait quand même des marges de profit qui étaient intéressantes avec les pièces et accessoires. C'est de moins en moins le cas. Et même si on faisait des erreurs, on était quand même capable de compenser généralement. Je te dirais qu'aujourd'hui, les erreurs elles coûtent vraiment plus cher, plus rapidement. Donc, faut faire attention à ces choses, puis il faut vraiment tenir ça serré. Puis au niveau du service, ben, c'est sûr qu'avec Technocycle, ben, nous c'est du service qu'on vend, fait que l'expérience de ce côté-là est m'a peut-être comme aidé un petit peu à comprendre certaines choses plus rapidement que ce que j'aurais pensé. Puis ben, tu t'aperçois que c'est ça là dans le fond. Quand tu donnes du bon service à quelqu'un, la personne n'est pas là pour magasiner un prix. Là. Il est là pour que son vélo, quand il sorte droit, puis qu'il veut avoir confiance, il veut pas avoir de problème avec ça. Puis ben, quand tu vois que tu es tout le temps débordé puis que tu n'arrives pas à rétrécir les délais dans ton atelier, ben, qu'est-ce que tu fais? Tu commences à monter les prix. Puis c'est là que tranquillement tu vois ben, jusqu'où tu peux aller, jusqu'à combien les gens sont prêts à payer pour le service que tu leur donnes. Puis ben, c'est comme ça que tu vois si ça peut être intéressant ou pas aussi. Fait que c'est sûr que si tu as dans ta région quelqu'un qui casse les prix au niveau du service, ben, ça risque d'être un petit peu plus difficile à implanter. Mais si on regarde, mettons, les taux horaires qui sont pratiqués dans les garages automobiles, je suis pas gêné de charger les taux horaires que je charge dans mes boutiques, que ce soit à Saint-Sauveur ou à Montréal. Ouais, parce qu'on s'entend qu'avoir un vélo de montagne, avoir un vélo de route, tout ça, de haute qualité, tu sais, ça a un prix aussi. Exactement. C'est ça. Exactement. Quand tu as des vélos de plusieurs milliers de dollars, tu veux pas que ce soit n'importe qui joue sur tes vélos. Là. Les erreurs peuvent coûter très très cher. Puis sur un... Tu sais, comme si on transitionne justement, comme dans l'évolution aussi des bike shops, je pense qu'il y a aussi une grosse évolution dans le domaine du vélo de montagne dans les dernières années. Oui, une grosse popularité de l'enduro, l'all-mountain, peut-être un peu de cross-country. Là. Je pense que tous les termes peuvent être bons. Là. On peut appeler ça enduro. Trail, enduro. Là, ouais, c'est vraiment... Fait que ça vient d'où? Pourquoi c'est arrivé à comme ça? Moi, on dirait que j'ai débarqué un peu du domaine du vélo dans les dernières années. J'ai rembarqué parce que je me mettais à entraîner de plus en plus de monde de vélo de montagne. Fait que je veux pas... j'avais besoin d'être un petit peu plus sur le terrain, voir qu'est-ce qui se passait. Puis là, ce que je me suis rendu compte quand j'ai rembarqué, j'ai juste réalisé à quel point que ça avait changé. Qu'est-ce qui s'est passé de même là, depuis... Ben, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé exactement. Moi, ce que j'en comprends, puis je trouve que la direction que ça prend, c'est vraiment cool. C'est que ben, le monde, les passionnés de vélo de montagne, comme nous, que ça faisait comme au-dessus de 10-15 ans qui en faisions, sont encore là. Ouais. Puis les gens qui sont venus au vélo au Québec, c'est quand même assez particulier comme marché, mais principalement par le vélo de route, par tous les défis philanthropiques, les défis contre le cancer, les défis Pierre Lavoie, etc. Ouais, hein. Les gens se sont beaucoup mis au vélo, j'ai l'impression au travers de ça, il y a beaucoup de clubs cyclistes de vélo de route qui se sont créés. Puis après ça, tranquillement, les gens, l'hiver, ils ne savaient pas quoi faire. Ouais. Le fat bike est arrivé, on a commencé à avoir de plus en plus de monde sur le fat bike. Le fat bike est un petit peu moins technique que le vélo de montagne, fait que les gens de vélo de route qui embarquaient là-dedans, ça a comme fait des petits. Puis là, en ayant joué dans le bois l'hiver, l'été, ils ont le goût d'essayer aussi. Fait que là, ils ont comme loué des vélos de montagne, ça a commencé à faire des petits au niveau du vélo de montagne aussi.
Puis quand le monde sont tannés de se faire frôler par des voitures et tout ça, ben, tranquillement pas vite, ils migrent vers ces disciplines-là. Ouais. Parce que c'est beaucoup plus sécuritaire, même si le monde pense qu'on est plus casse-cou que la moyenne quand on fait du vélo de montagne. Au final, les chutes, elles font pas mal moins mal en général qu'une chute en vélo de route. Fait que ça, c'est une des explications que je vois au niveau du Québec. Puis au niveau global en général, ben, les géométries des vélos ont beaucoup évolué dans les dernières années. Les diamètres des roues, les diamètres des pneus, la qualité des composantes, la fiabilité des composantes a vraiment augmenté. On a des vélos qui sont beaucoup plus efficaces au pédalage aujourd'hui, beaucoup plus permissifs en descente, beaucoup plus stables, beaucoup plus agréables, beaucoup plus le fun à rouler. La position est vraiment mieux qu'avant. Je pense que quand tu t'es racheté un vélo, tu as pu voir la différence. Il y a vraiment un barème de prix différent. C'est ouais, beaucoup plus de modèles accessibles. Fait que c'est vraiment rendu une activité le fun puis plus accessible qu'avant. Puis l'autre grosse influence au Québec, selon moi, pour le facteur de développement pour la discipline, c'est vraiment la qualité des réseaux qu'on a ici. Parce que même si on n'a pas énormément de relief au niveau du Québec, au niveau de la province, tous les terrains qui sont aménagés, que ce soit dans les Laurentides, dans les cantons de l'Est, dans la région de Québec, etc., sont vraiment super bien exploités, les trails sont super bien entretenus. Il y a vraiment une gang de passionnés dans chaque région qui est très active, qui développe. Puis il y a tout le temps des nouvelles trails, il y a tout le temps... C'est fou, là. Moi, je compare par rapport à l'Europe parce qu'on a encore la chance de rentrer régulièrement puis de rouler là-bas. Puis là-bas, on a un terrain de jeu comme hallucinant, mais qui n'est pas exploité, ou mal exploité. Ici, on a comme moins de possibilités au niveau du relief, etc. Mais par contre, le terrain est extrêmement bien exploité puis maintenu. Là. Mais je me souviens comme dans mes dernières années où je compétitionnais puis où je roulais beaucoup, c'est qu'il y avait comme un début d'un mouvement où les gens s'impliquaient justement pour amener vraiment justement les trails. Puis en même parallèle, moi mettons que je parlais à quelqu'un qui faisait pas de vélo. Tu sais, il y avait le monde qui faisait du vélo, puis il y avait le monde normal, si on veut. C'est ça. Puis il n'était pas question que je parle de mes affaires de vélo au monde normal, non, parce qu'il n'y a personne là-dedans qui aurait compris, ou il n'y a personne là-dedans que je voyais que j'aurais pu influencer à ce moment-là. Ouais. Puis aujourd'hui, en 2019, mais en 2018, peu importe, je parle à du monde, j'entraîne des gens, je leur dis, mettons, je suis allé en vélo de montagne, ah ouais, moi aussi. Puis là, le monde est comme, ok. Fait que là, dans le fond, il y a toute une nouvelle gamme de gens qui... Tout le monde est au courant, là. Exact. Tout le monde fait du vélo. Tout le monde a comme... Ben oui, moi aussi, j'ai commencé le vélo de montagne l'année passée. Comme si c'était plus... C'est beaucoup plus simple à vouloir commencer qu'avant, là. Ouais, puis il y a beaucoup plus, comme je te dis, les réseaux sont beaucoup plus accessibles. Il y en a beaucoup plus, plus proches de Montréal. Si on regarde l'exemple de Oka, c'est malade ce qui s'est fait, là. En 4-5 ans, commence à développer, puis l'achalandage qu'il y a maintenant, là, sur les fins de semaine, on le voit, là, les stationnements sont pleins, que ce soit Oka ou Chanteclair à Sainte-Adèle. Tu peux avoir 200-300 véhicules sur le stationnement dans la fin de semaine, puis ça arrête pas, là. Je sais pas si on apprend un peu de ce que les États-Unis ont fait ou l'Europe a fait. Je te dirais plus les États-Unis. On a appris de ce qu'ils ont fait? Ouais. Puis là, si tu regardes ce qui s'est fait au Vermont avec Buck, justement, puis c'est... Je pense qu'à partir de là, les municipalités, les MRC ont vu le potentiel touristique avec ça, puis les retombées économiques que ça peut avoir au niveau local, puis on commence à embarquer. Fait que je pense que c'est vraiment ça la clé. Tu vas manger où est-ce que tu vas aller, tu vas acheter des choses, tu sais comme il y a tellement de facteurs là, qui peuvent c'est fou. Sans même que ce soit spécifique au vélo justement. Exact. Puis ça m'amène à quelque chose que je voulais parler parce que je crois aussi que là c'est un mix entre ce changement-là puis le digital. Avant, on avait l'espèce d'athlète commandité par des compagnies, puis il y avait plusieurs ratios de types de commandites, professionnels, semi-professionnels, un peu plus amateurs, équipe de vélo, tout ça. Puis c'était un moyen un petit peu pour que les athlètes, que ça leur coûte moins cher, qu'ils puissent compétitionner un petit peu plus. Les athlètes un peu meilleurs avaient des meilleurs deals, peu importe, tout ça. Puis, ce qui est fou, c'est qu'à cette époque-là, l'influence était directement reliée déjà aux gens qui faisaient du vélo. C'est ça. Puis là, en ce moment, ce qui se passe, c'est qu'on voit beaucoup plus de brand ambassadors qui sont pas nécessairement des coureurs. Non, c'est ça. Si on regarde l'exemple de Jade qui travaille au café en haut, qui fait du mountain bike depuis pas très longtemps finalement, mais qui est comme
passionné de plein air puis qui aime ça essayer comme plein de choses. Ben c'est ça les brand ambassadors pour Marin, pour Peppermint, pour Oakley, puis c'est ça là, c'est vraiment elle fait comme quelques courses d'enduro pour le fun dans la saison, mais c'est pas une personne qui s'entraîne pour faire des résultats. Par contre, c'est sûr qu'au niveau c'est elle qui a une bonne influence. Au niveau digital, ben c'est ça, elle fait des belles images, comme les compagnies qui la supportent tripent sur sa personnalité puis la façon dont elle communique là, sur ses activités. Penses-tu que cette transition-là, justement, d'aller vers quelqu'un qui est peut-être plus comme... Comment est-ce que je peux reformuler cette phrase-là? Je veux juste définir qu'en ayant quelqu'un que les gens peuvent mieux s'identifier, exactement. Puis c'est ça, puis le monde font du vélo pour le fun. Là. Avant, les gens qui faisaient du vélo, on le voit là, on se retrouvait tous sur les Coupes Québec, les Coupes Cannes, puis c'était des beaux événements, on avait du fun pareil. Mais c'était comme, ça impliquait qu'on allait faire une compétition, qu'on allait courser soit en cross-country, soit en descente, parce qu'à l'époque, il y avait comme juste ça. Tu sais, maintenant, je sais pas si tu as eu la chance de faire les Wildside, mettons, les courses des Wildside ou d'autres formats d'enduro, Bimax, etc. Tu sais, c'est le fun parce que tu peux rouler, peu importe le niveau que tu as par rapport à tes amis, tu peux faire la journée de course avec eux parce que le départ des stages c'est un à la fois. Fait que même si ton ami est plus fort, ben, il va partir avant toi, tu vas partir 30 secondes après lui, puis tu sais que tu iras pas le rechercher. Puis du coup, ben, tu passes entre les différentes spéciales, tu passes la journée avec tes chums, puis moi, du fun. Justement, j'avais 3 coureurs que je coach, eux ils l'ont fait le circuit au complet, puis cette année ils ont eu leur plus grosse saison en termes de nombre d'événements. Là, ils sont brûlés, c'est comme sûr, c'est relax, sûr qu'à la fin de la saison... mais il n'y a jamais eu ça avant, autant de compétition, puis autant d'engouement justement vers ça. C'est incroyable. Puis c'est des compétitions qui sont accessibles. T'as le niveau compétitif, mais t'as le niveau comme découverte, si on veut, ou plus sportif. Et du coup, ben, n'importe qui peut y prendre part. Là. C'est comme... c'est le fun. Quelqu'un qui veut quand même garder cet esprit de compétition un peu, ben, ce genre d'événement-là répond parfaitement aux besoins. 100%. Puis il y a aussi l'espèce de mouvement fat bike qui a commencé. Ouais. Ça, c'est quand même assez impressionnant. Là, parce que on parlait de Chanteclair tantôt que le stationnement est plein l'été, mais l'hiver c'est la même chose. C'est vrai? Ouais, tu peux avoir le stationnement qui va être plein sur des belles journées l'hiver, là, puis tu vas croiser comme des dizaines de personnes dans les trails. C'est assez hallucinant. Holy shit, quand même. Puis tu sais, nous on se le cachera pas, là, l'été on est tellement occupé qu'on n'a pas le temps de rouler autant qu'on voudrait, mais l'hiver vu que c'est plus tranquille, ben, on est plus souvent dans les trails. Moi je fais plus de fat bike l'hiver que je fais du vélo de montagne l'été parce que ben, d'une je suis à côté des sentiers, puis de deux c'est ça, on a beaucoup plus de temps, fait qu'on peut passer un peu plus de temps dans le bois sur les vélos. Puis quand on pense à mettons montagne ou comme mettons justement Chanteclair ou quelque part comme de populaire ou ce que je suis un peu plus à l'aise à Bromont, comment est-ce qu'on peut avoir confiance, mettons, au développement? Là, il y a du développement dans ces pistes-là, tout ça, mais il y a aussi beaucoup d'investisseurs immobiliers qui achètent des terrains, on le voit à Bromont, là, ils ont détruit une tonne de pistes. Il y en a eu d'autres qui se sont construits, mais that kind of happened. Je suis pas très au courant de ce qui s'est passé exactement à Bromont, mais de ce que j'ai compris, c'est qu'ils ont quand même acheté du terrain. Il y a une OBNL qui s'est créée, ils ont acheté du terrain pour sécuriser des parcelles, pour pouvoir développer des trails. Puis c'est sûr qu'on a vraiment un enjeu majeur par rapport à ça dans les années à venir. Si on regarde au niveau des Laurentides, je pense que c'est même plus problématique que dans les cantons de l'Est. Sainte-Adèle, on parle de Chanteclair encore une fois. Chanteclair, dans le fond, la personne le propriétaire qui depuis au-dessus d'une dizaine d'années laissait gentiment les personnes développer puis utiliser son terrain pour le vélo de montagne. On savait qu'on était sur du temps emprunté puis qu'éventuellement il allait avoir du développement qui allait se faire. Ça va commencer, je pense, cet hiver. Par contre, la ville de Sainte-Adèle a très très bien réagi, ont été très très proactifs. La nouvelle mairesse a vraiment un plan en arrière de la tête par rapport à ça. Puis le projet du Mont-Loup-Garou, qui est quand même quelque chose de très très impressionnant, est en bonne voie. Donc ils sont en train d'acheter, je pense que c'est 11 terrains qu'ils sont en train d'acheter. Il y en a déjà 5 sur 11 qui sont déjà acquis par la ville pour justement comme créer un nouveau parc, le parc du Mont-Loup-Garou, qui va être 4 fois gros comme le Chanteclair, dans la même municipalité, pour justement pouvoir développer des nouvelles pistes, puis pérenniser les pistes, les sécuriser pour pas justement qu'il y ait de développement immobilier ou qu'on perde encore d'autres sentiers. C'est vraiment cool tout ça, mais comme à quel point est-ce qu'on a... Tu sais, comme ça aurait pu être fait avant.
en il y a eu un plus, problème de... mais ça aurait pu être fait en plus de garder ce qui est déjà là. Comment est-ce qu'il faut qu'on bâtisse des condos avant de réaliser que finalement, il y a pas assez de monde pour habiter dedans? Ouais, mais ça, après, t'as tout le temps une histoire de... Tant qu'à moi, après, les MRC puis les municipalités ont leur responsabilité là-dedans. Là. Je veux dire, si le maire décide qu'il veut rentrer plus de taxes pour que sa ville fonctionne bien, ben, il va donner plus de passe-droit pour construire des condos, mais on va perdre des sentiers. Là. C'est pas pour rien qu'à Saint-Sauveur, on a plein air Saint-Sauveur qui s'est créé, puis justement pour essayer de pérenniser les sentiers qui sont là, puis qui s'en perdent le moins possible. Ouais, c'est ça. Il y en a vraiment un problème majeur par rapport à ça. Et après, ben, c'est ça, là, c'est de surveiller de près, puis de quand on voit des situations un petit peu irrégulières, de ne pas avoir peur de communiquer là-dessus avec les médias sociaux, avec tout. Maintenant, on a des vecteurs de communication très forts, fait que c'est plus facile qu'avant de dénoncer ces pratiques-là, puis de sensibiliser les gens à l'importance de préserver tout ça. Ouais. Quelque chose que j'ai pas parlé tantôt puis que je voulais justement faire un parallèle avec l'évolution justement du vélo de montagne qui est devenu beaucoup plus populaire. On a vu aussi une très belle croissance dans les femmes dans l'évolution du vélo de montagne justement. Ça aussi, tu sais, comme ça aussi c'est une question que je me pose. Ça vient d'où ça? Ça vient d'où? Je te dirais que avant les compagnies n'avaient rien à leur proposer. Ah, ok. Si tu regardes au niveau du linge, au niveau des casques, les filles qui faisaient du vélo de montagne, regarde 10 ans en arrière, là, elles n'avaient pas des petits kits qui matchaient, puis elles n'avaient pas des casques qui leur ressemblaient. Puis je pense que de ce côté-là, les premières compagnies à avoir emboîté ce mouvement-là ont très bien joué leur carte parce que ça a permis justement de susciter de l'intérêt de la part des filles. Au niveau des bikes, je te dirais que tant qu'à moi, il n'y a pas de vélo spécifique fille, spécifique gars. L'important, c'est selon la grandeur. La grandeur, mais la morphologie puis la pratique de la personne d'arriver à y trouver quelque chose qui correspond le mieux pour elle. Après, c'est sûr qu'il y a des couleurs spécifiques. Des fois, si tu regardes, mettons, Santa Cruz puis Juliana, c'est les mêmes cadres, mais c'est les couleurs qui vont changer. Puis les cadres, si tu regardes les specs en tant que tel, les géométries, c'est la même chose. C'est sûr qu'il va y avoir des accessoires particuliers, les selles, mettons, généralement vont être un petit peu plus larges chez les femmes de par leur morphologie. Au niveau des guidons, si tu as des épaules moins larges, tu vas rouler un guidon plus étroit. Fait qu'après c'est ça, là, c'est vraiment de s'adapter à tout ça, mais là les compagnies à un moment donné il y a des compagnies qui ont compris, qui ont commencé à jouer cette carte là, puis je pense que ça a bien fonctionné. Puis comme je te disais tantôt, les vélos sont mieux conçus qu'avant, sont plus le fun à rouler qu'avant, fait que c'est sûr que ça doit aussi jouer dans la balance. Penses-tu que c'est une génération aussi d'hommes qui sont beaucoup plus ouverts à amener leur blonde? Parce que tu sais, j'étais dans le fil d'attente justement la semaine passée à Burke, en attendant le télésiège. Puis je me retournais, puis c'était juste des filles. Il y avait plus de filles que de garçons qui attendaient. Il y avait un groupe de 6 filles en avant de moi, 3 filles en arrière avec leur chum. Les filles étaient ensemble, les filles en arrière étaient avec leur chum. Il y avait plus de filles que de gars. Puis à l'époque, quand moi je faisais de la descente, c'était juste des gars. Il y avait peut-être quelques filles, mais c'est ça, là. Tu les comptais sur le doigt de la main. Mais c'est-tu comme notre génération qui est comme plus... Peut-être, plus émancipée, plus, je sais pas, plus ouverte. Je sais pas comment... mais en tout cas, ce que je sais, c'est que c'est vraiment le fun. Puis, je sais pas si c'est comme ça partout, par exemple. En Amérique du Nord, je pense que oui. En Europe, de ce que je peux voir, la proportion n'est pas aussi grosse qu'ici. Ça l'a pas changé encore? De ce que je perçois, je vis plus là-bas, mais j'ai comme l'impression que la tendance va dans le même sens pareil, là, qu'on en voit de plus en plus, puis qu'il y a de plus en plus d'intérêt aussi de la part des filles pour le vélo de montagne. Sharp. Puis on n'a pas parlé de vélo électrique encore. Oh my god, oui. Mais nous, ça, c'est un gros morceau dans les années à venir aussi. Là. On voit que ça a donné un second souffle à l'industrie. Et je pense que c'est sûr qu'on ne partira pas une polémique tout de suite. Mais pourquoi ça a donné un second souffle à l'industrie? Parce que on est allé chercher des nouveaux cyclistes avec ça. Ouais. Il y a différentes clientèles. Là. C'est sûr que la première clientèle qu'on est allé chercher, c'est les gens qui vont travailler à vélo.
tout ce qui est commuting, ben, le fait d'avoir un vélo électrique, des gens qui avaient 10-15 km à faire, qui trouvaient ça long, puis qui arrivaient en transpiration, puis qui ne pouvaient pas nécessairement avoir accès à une douche ou quoi, ben, c'est sûr que c'était un frein pour aller comme travailler avec son vélo. Maintenant, avec un vélo électrique, ton 10-15 km, tu le fais en 30-40 minutes. Et puis, ben, tu arrives au travail, tu n'as pas transpiré, tu n'as même pas besoin de te changer, tu peux aller travailler comme ça. Moi, j'ai des clients qui font ça, puis c'est vraiment le fun de voir aller. Puis en plus, c'est écologique. Puis exactement. Puis ben, c'est sûr qu'à vélo de montagne, on a beaucoup de polémiques par rapport à l'érosion des sentiers. Mais moi, ce que je vois, c'est que justement, des gens qui venaient plus rouler parce qu'ils étaient moins en forme, des nouveaux parents, des gens qui vieillissent, des gens qui ont des problèmes de santé, qui peuvent plus suivre leurs amis, ben, c'est plate là, mais c'était comme un frein à leur pratique. Ben, le fait de pouvoir embarquer sur un vélo électrique puis d'ajuster le niveau d'assistance, mais ils vont pouvoir aller rouler avec leur chum. Ça permet de pas juste faire, mettons, du downhill, mais aussi une autre activité comme du cross, l'enduro. Exactement. Je pense qu'il y a un gars dans l'Ouest, justement, un pro rider, justement, son père commençait à pouvoir rouler avec lui. Son père. Ben, tu sais, moi, c'est le meilleur exemple que je donne quand j'ai des clients qui magasinent. Je dis, tu sais, moi, mon père en vélo de montagne, on roulait quasiment plus ensemble. C'est sûr qu'à la minute qu'on va avoir l'occasion de rerouler ensemble, s'il veut pas venir, je vais l'embarquer sur un vélo électrique, puis c'est sûr qu'il voudra plus. C'est ça, il va tout le temps vouloir revenir avec nous à chaque fois. Parce que la différence de vitesse dans la descente se rapproche. T'sais, peu importe, comme l'attente est beaucoup moins élevée, mais c'est dans les portions de montée où tu t'essouffles ou que c'est plus que ça peut être plus problématique. Puis tu sais, tantôt tu parlais des chums qui initient leur blonde au vélo ou l'inverse en passant. Ben, ça arrive. C'est le même principe. S'il y a un gros écart de niveau entre les deux personnes, ben, les personnes vont quand même pouvoir rouler ensemble. Puis ça va être le fun. En Europe, là, j'ai des amis qui ont des boutiques, là, puis ce qu'ils m'expliquaient, c'est que des gens qui roulent en vélo de route depuis des années, qui font des cols toutes les fins de semaine dans les Alpes, dans les Pyrénées, etc., que les femmes suivaient plus, ou les hommes, ben, que les conjoints suivaient plus, ben maintenant, souvent, l'autre personne va s'acheter un vélo électrique. Puis là, ben, ils vont passer toutes les fins de semaine ensemble à rouler, à faire les balades. Puis fait que c'est le fun parce que ils ont comme retrouvé la passion de rouler ensemble. Puis c'est stimulant pour tout le monde. Là. Mais moi, quand je me suis remis justement à faire du bike, ce que j'avais la difficulté avant, c'est que il fallait vraiment avoir ton bike. Moi, j'adore faire la descente, c'est ça mon dada, mais je trouvais aussi que c'était pas une réalité à l'année. Donc, un vélo de cross-country était beaucoup plus versatile. Donc, j'avais un vélo de cross-country et un vélo de descente. Le vélo de descente a pris le bord. Puis là, avec notre trouvé l'air, justement, t'as tout le choix. T'es pas assez vite, t'es pas assez en forme, bike électrique. Tu veux faire de la du downhill et du cross, un bike d'enduro. T'as vraiment l'option d'avoir juste un choix. Ah non, c'est fou maintenant, là, on est vraiment chanceux. C'est sûr qu'après c'est facile à s'y perdre, c'est facile à se créer des gros besoins. Là, parce que là, j'en ai un. Tu pourras avoir un besoin par pratique, puis tu te ramasses avec 10 vélos dans le garage, là, ça va vite. Là. Oh oui, vraiment. Mais ça reste que c'est une activité physique, c'est le fun, puis ça, oui, c'est un sport qui coûte quand même cher, mais le bonheur puis la santé que tu te procures avec ça fait que tu t'y retrouves pareil. Mais tu dis que c'est cher, mais dimanche passé, je suis allé au cinéma, puis la soirée a coûté tellement cher, tout coûte cher, tout coûte cher, tout dépend du choix que tu fais un petit peu. Puis l'investissement d'un vélo peut sembler cher au début, mais au bout de la ligne, c'est quelque chose que tu gardes longtemps, c'est des activités qui ne coûtent rien aussi, à moins tu t'achètes une passe puis c'est rien. Pour l'accès au sentier, puis c'est tout. Là. C'est ça, ça coûte rien. Ton temps il est là, puis t'es plus en forme. C'est ça. Alright, cool man. Écoute, moi je sais que t'as des choses à faire aujourd'hui. J'ai 3 dernières questions à te poser, puis elles sont bien difficiles, tu vas voir. Donc, la première question, tu l'as quand même déjà faite, donc je vais quand même te la reposer. Si tu avais un pays à choisir pour déménager, soit refaire ta vie au complet, fuck this bike shit, moi je m'en vais vivre sur une plage, whatever. Tu changes de carrière, ou justement tu veux refaire le même pattern que tu as fait là, mais tu peux pas choisir la France puis tu peux pas choisir le Canada. C'est où que tu vas? C'est une bonne question. C'est une très bonne question. J'allais te dire l'Ouest canadien parce que c'est. Je suis arrivé au Canada dans l'objectif de m'établir là-bas. La vie a fait que les choses ont été différentes un petit peu, mais je suis vraiment satisfait de la vie que j'ai aujourd'hui.
Je sais pas, peut-être le Népal. J'ai eu la chance de rouler quelques mois au Népal avant d'arriver au Canada, justement. Puis, d'un point de vue mountain bike, c'est incroyable. Puis, au niveau de la vie, la simplicité des gens, l'accueil que j'ai eu, puis le climat, etc., c'était vraiment quelque chose. Là. J'avais vraiment aimé ça. En plus, depuis des dernières années, ils sont très forts sur la pollution de la ville a commencé à diminuer de plus en plus. Là. Ouais, il y a quand même des gros défis encore avec ça. Là, toute la vallée de Katmandou, c'est quand même vraiment problématique. Moi, j'étais plus dans le coin de Pokhara, qui est comme la deuxième ville du pays, c'est au pied de l'Annapurna. Puis c'était vraiment quelque chose. C'était vraiment une belle expérience. C'est vraiment des très beaux souvenirs. Au festival de films de Banff, il y a un gars qui ont pris que c'était un Népalais, il voulait être professionnel en bike, il gagnait tout au Népal, il a tout build lui-même, il a soudé des derrière le frame sur un vieux frame, il s'est fait des suspensions, c'était une grosse affaire. Je pense qu'à la fin il était commenté par Giant, je sais pas trop, puis non Yeti okay. Ont donné un bike, puis là tu le voyais rouler. C'est vraiment cool. Deuxième question, quand Pierre il rentre dans une nouvelle pièce, là, c'est quoi sa chanson thème? C'est quoi la tune qui part dans les oreilles des gens? Elle est dure celle-là, I know. C'est une bonne question. Je te laisse le temps pour y penser. Je suis pas sûr de... Qu'est-ce qui me rentre dans la tête à moi? Qu'est-ce qui rentre dans la tête des gens? T'sais, c'est quoi la tune qui t'identifie? C'est quoi ta chanson thème? Ça peut être ta tune préférée quand t'embarques dans ton auto aussi. Là. C'est vraiment une bonne question. Les collègues de travail te diront que j'écoute jamais de musique, fait qu'il doit pas y avoir de grosse tune. C'est vrai que j'en écoute pas beaucoup. Genre le fait de pas avoir de musique de fond, mettons, me dérangera pas. Mais quand je travaille ici, les gars ils capotent. Là. Dès qu'il y a plus de musique, ils sont comme... Ah ouais. Genre faut en remettre, là. Puis moi, j'aime le silence. Là. Mais que ça me dérange pas, mais... Aucune idée. C'est pas grave. Tu me leur diras. Je te le dirai plus tard. Pas trop. Peut-être après la prochaine question. C'est ça. La prochaine question, c'est quel est le seul conseil? Mettons que tu aurais le droit de dire un conseil à un Pierre il y a 10 ans, ce serait quoi? De toujours rester dans l'action, puis de toujours garder ses objectifs en tête. De pas s'éparpiller. Donc toujours rester dans l'action. Ouais. Et toujours garder ses objectifs en tête. Okay. Les avoir comme clairement définis, clairement comme Pourquoi? Établis. Parce que si tu perds le focus, c'est facile de dévier de ta trajectoire, puis c'est facile après de partir dans des chemins de traverse, puis après c'est difficile des fois de revenir sur le droit chemin. Est-ce que tu penses que c'est important de se donner des gros objectifs justement parce que plus difficile que ce que tu penserais atteindre? Oui, puis après c'est de les découper en différents morceaux, en différents jalons, puis d'y aller comme une étape à la fois, là, de suivre le plan puis d'y aller une étape à la fois. Merci Pierre. Ça fait plaisir. C'est vraiment cool. Merci à toi. On sait qu'on peut te rejoindre, les réseaux sociaux, es-tu fort là-dessus? Je suis fort là-dessus, pas tant que ça, honnêtement. Mes associés sont pas mal plus forts que moi, ils sont bons, ils font du bon stock. J'essaye je mets des photos un petit peu sur Instagram, je publie de moins en moins sur ma page Facebook, j'essaye de m'éloigner de Facebook le plus possible. Mais c'est sûr que si on regarde la page de l'atelier, si on regarde la page du Café au Lodge, la page de Technocycle, on essaye d'être quand même assez actif. Quand on est moins actif, c'est qu'on est très occupé généralement. Cool. Je mettrai les liens. Puis là, c'est ça, le Technolodge. On parlait de marketing digital. On a tellement été occupé cette année qu'on n'a jamais eu le temps de développer le site internet. Okay. Là, d'ici 15 jours, on devrait être en ligne avec l'atelier Technolodge aussi. Là. Perfect, man. On a un peu plus de temps pour travailler là-dessus. Awesome. Voilà. It's been great.